Bonjour chers Putelangeois, je me présente, Michel Lagrange, pharmacien dans la commune depuis 20 ans. Je me permets d'intervenir aujourd'hui pour faire une synthèse sur cette épidémie que vous connaissez tous, donc liée au Covid ou coronavirus qui sévit actuellement sur le monde entier. Alors, mon exposé va porter aujourd'hui sur 3 points. Le premier sera la porte d'entrée des virus, qui sont de 3 positions sur notre visage, les yeux, le nez et la bouche. Le deuxième point d'analyse portera sur les modes de contamination, les vecteurs qui peuvent porter la maladie, qu'ils soient passifs, actifs. Le troisième point portera sur la prévention. Alors, tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, je vous le rappelle, c'est que nous sommes aujourd'hui le 30 mars 2020. Nous avons des connaissances qui affluent petit à petit, puisque nous n'avons encore pas tout découvert sur ce virus. Donc, il est important de situer aujourd'hui notre exposé à une date, donc 30 mars 2020. Je vais vous parler de mes connaissances. Je vais vous parler aussi de 2 publications qui me servent de référence et qui me serviront aujourd'hui de support pour mon exposé. Alors ces 2 publications, je vous les cite. Il s'agit d'une part d'une publication qui a été portée au journal du New England Journal of Medicine du 12 mars, donc c'est une étude assez récente. Alors cette étude porte sur le coronavirus avec sa persistance sur les surfaces inertes et ses moyens pour lutter contre lui. Alors, en ce qui concerne cette étude de New England Journal of Medicine, ils ont comparé quand même les 2 virus, un ancien virus de 2003 avec un virus qu'on a maintenant, le coronavirus 2. L'autre étude est allemande. C'est une étude qui a été publiée par la Ruhr University à Bochum, en Allemagne. Alors c'est aussi une étude très récente, je n'ai pas la date précise, mais quelque chose de très récent. Là aussi, on parle du virus et de ses comparaisons avec d'anciens virus connus, les corona, entre autres. Mais il s'agit d'une étude qui n'a pas fait preuve d'expérimentation, mais c'est plutôt une méta-analyse, c'est-à-dire qu'on a repris un certain nombre d'anciennes études pour en faire une synthèse aujourd'hui. Alors, en ce qui concerne mon exposé, donc sur les portes d'entrée, quelles sont les 3 portes d'entrée aujourd'hui pour le virus? D'une part, vous avez les yeux, vous avez le nez et vous avez la bouche. Alors, les yeux sont exposés aux gouttelettes de salive, qu'on appelle également des gouttelettes de Flügge, de l'époque où on faisait des traitements pour la tuberculose. On s'est aperçu que ces petites gouttelettes étaient transmises par des petites gouttelettes étaient transmises par nos crachats, nos postillons, comme on pourrait appeler ça. Et ces gouttelettes sont, comment dirais-je, portées dans l'air sur une distance très courte et tombent très rapidement au sol. Alors, ça peut concerner l'œil, mais également, quand on parle de l'œil, on peut également citer les mains, puisque quand vous touchez votre visage, notamment la muqueuse oculaire, avec une main souillée, vous pouvez y porter une contamination virale. Donc, pour ce qui concerne les yeux, nous allons parler de ça, on va parler du nez. Alors, le nez est également une muqueuse, puisqu'on parle de la muqueuse nasale,
la muqueuse nasale peut également être touchée par les virus dans la mesure où vous pouvez inhaler une gouttelette de fluide, vous pouvez porter votre main, donc, on peut se souiller la muqueuse nasale avec une main qui était en contact avec le virus. Et il y a également un point plus délicat qui porte sur les nébulisas. Alors, on parle, c'est bien exposé en milieu hospitalier, les nébulisas sont d'infimes petites gouttelettes qui peuvent partir dans l'air lors de manipulations, comme une intubation ou une autre manipulation proche du malade. Ces nébulisas sont des particules qui sont d'un diamètre inférieur à 20 microns, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça reste encore une énigme pour ce qui concerne notre médecine de ville, et je ne pourrais pas vous en dire davantage. Alors, quand on a maintenant cité la muqueuse nasale, il faut également citer le troisième point qui est la bouche. Donc, sur la bouche, vous pouvez avoir différentes sources de contamination, donc des vecteurs, vous pouvez y mettre vos mains. Il est vrai que dans une journée, on a énormément de gestes qui peuvent nous trahir. Alors, vous allez toucher une surface contaminée, les virus sont sur vos mains. Porter une main à la bouche est une source de contamination. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi ces fameuses gouttelettes dont on parlait auparavant, les gouttelettes de fluide, qui peuvent également être transmises quand vous avez une personne à moins d'1 mètre de vous, raison pour laquelle on vous demande de prendre vos distances, au moins d'1 mètre, pour éviter les transmissions de ces gouttelettes sur vos lèvres éventuellement, ou sur votre œil, puisqu'on en a parlé. Donc, gouttelettes de fluide. Il y a vos mains qui peuvent être souillées par les surfaces, mais peuvent également être souillées par des aliments. Vous pouvez toucher des fruits, des aliments qui peuvent également être contaminés. Alors, raison de plus, quand on touche des aliments qui sont contaminés, vous pouvez également consommer cet aliment qui est lui-même contaminé. Alors, les fruits et les légumes, ce n'est pas vraiment mon métier, mais je vous mets quand même en garde. Si une personne auparavant avait ses mains souillées et va toucher les légumes sur l'étalage, il y a de fortes chances que cette personne, si elle est contagieuse, ait également souillé vos aliments. On en reparlera un peu plus tard dans notre exposé. Alors, il y a encore un point, j'avais parlé auparavant de la muqueuse nasale avec la possibilité d'inhaler les nébulisas, qui sont ces toutes petites particules de moins de 20 microns. Avec la muqueuse buccale, il y a le même risque. Si vous inhalez un nébulisa dans un milieu très confiné, chargé en virus, vous pourriez éventuellement contaminer. Je vais passer à une autre source de contamination. Nous avons parlé de la bouche avec ces différentes sources de contamination d'air. Je vais vous parler aussi d'autres vecteurs qui sont les surfaces. Alors, les surfaces elles peuvent être contaminées elles aussi, puisque sur une surface, vous pouvez avoir des virus. Alors, d'où viennent ces virus? Ces virus peuvent être amenés par une personne qui s'est positionnée devant une table, devant un comptoir, et qui a projeté ces gouttelettes de salive sur ce support et qui sont donc contaminées. Alors, concernant ces surfaces, il est vrai qu'il faut les nettoyer régulièrement. Nous, ici à la pharmacie, on les nettoie toutes les heures, toutes les 2 heures maximum. C'est pour évacuer ces virus qui sont posés sur ces surfaces. Alors, quand on se contamine, évidemment, vous allez passer de la surface, vous allez mettre les mains dessus, vous allez mettre le visage sur l'œil, le nez ou la bouche, vous pouvez les contaminer. Attention, encore une fois, je vous dis encore une fois, à ces gestes qui nous trahissent dans la journée. Alors, il y a aussi un autre point que je vais devoir
soulever, c'est quand vous partez faire vos courses, au moment où vous faites vos courses, vous vous trouvez dans un lieu public, possibilité de contamination des surfaces qu'on a évoquées, possibilité de contamination aussi des aliments. On les a évoqués déjà auparavant. Donc attention aux aliments que vous prenez en main et que vous ramenez chez vous. Alors, je conseille vivement aux personnes qui font des courses de prévoir au moins 3 jours à l'avance. Alors pourquoi? On s'est rendu compte que les virus pouvaient tenir 3 jours sur un support qui est le plastique, votre sac, le cabas. Peut également tenir 3 jours sur les emballages de vos aliments, je dis un pot de yaourt, etc. Et je vous invite vivement, si c'est possible, à mettre ces produits de côté pendant 3 jours. Si ce sont des produits à mettre au frais, mettez-les dans des tupperwares, mettez-les dans des récipients qui peuvent se fermer et vous les placez au frais. Ne les consommez pas auparavant. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est pour me référer à mes sources. Ce sont ces études, celles du New England Journal of Medicine. Il précise qu'on peut trouver donc des traces sur les plastiques au bout de 48 à 72 heures. Donc, attention. Ensuite, pour ce qui était de ces courses, oui, donc attention, s'il faut vraiment utiliser les aliments tout de suite, alors à ce moment-là, lavez-les à l'eau savonneuse, les emballages, ça ne me gêne pas, généralement ils sont étanches, et à ce moment-là, éventuellement, vous pourrez les consommer. Il y a des questions qui nous ont été posées concernant le pain frais. Faut-il se méfier? Bon, nous faisons confiance au boulanger pour prendre un maximum de précautions. Néanmoins, si vous avez encore une crainte, mettez votre pain au four. Alors, le principe de pasteurisation, au-dessus de 60 degrés, vous détruisez les virus. Les virus ne sont plus potentiellement pathogènes. Donc, prenez votre pain, si vous voulez faire disparaître les virus qui sont à sa surface, mettez-le au four. Moi, je vous conseille, j'ai même essayé, vous prenez votre pain, vous le mettez à 90 degrés pendant 10 minutes, il ne fait rien. Donc, pour votre pain, mettez-le au four, ça permet d'éliminer les virus qui pourraient être en surface, si vous en souhaitez, si vous souhaitez le faire. Voilà. Un dernier point aussi concernant les courses. Quand vous rentrez chez vous, ne gardez pas les vêtements que vous avez utilisés pour faire d'éventuelles courses, passages dans les lieux publics. Je vous invite, quand vous retournez à votre confinement, de laisser ces vêtements que vous avez utilisés en ville, y compris les chaussures, de les laisser de côté, de ne les prendre que lorsque vous sortez. Dans la maison, pensez à utiliser des vêtements qui ne sont pas contaminés. Alors concernant les moyens de prévention, nous avons essayé de mettre tout en œuvre pour nous protéger. Le plus célèbre, c'est le soluté hydroalcoolique, le gel hydroalcoolique que tout le monde connaît maintenant. Alors ce gel hydroalcoolique est composé de au moins 70 degrés alcooliques pour être efficace pour le virus. J'aimerais préciser quand même aux gens qui distillent encore de l'alcool, méfiez-vous. Votre eau de vie, si elle est en dessous de 70 degrés, elle n'est pas virucide. Si vous trouvez une eau de vie, notamment les fractions de tête, qui peuvent être au-dessus des 70 degrés, attention, dans une fraction de tête, vous pouvez avoir du méthanol. Alors il ne faudrait pas s'intoxiquer maintenant au méthanol, et c'est une chose que je tiens à souligner quand même, pour que ça n'arrive pas. Alors, le soluté hydroalcoolique, on peut l'utiliser sur nos mains, parce que c'est ce qu'il y a de précieux actuellement, parce qu'on a du mal à trouver. Alors, ce soluté hydroalcoolique, il sert à désinfecter les mains. Alors, la manipulation, la méthode, je pense que vous l'avez tous déjà vu sur des vidéos ou autres supports, il faut penser à bien insister au niveau des espaces interdigitaux et sur les poignées. C'est souvent ce qu'on nous dit, on va très vite,
un hydroalcoolique, il faut à peu près 30 secondes pour que ce soit vraiment bien réparti sur votre peau avant de terminer la friction. Alors, on a également le savon qui est très simple à trouver, facile à trouver, et le savon est tout à fait efficace. Il n'y a aucun doute sur le savon aujourd'hui. Vous rincez bien vos mains par la suite pour éviter les irritations et éventuellement vous entretenez vos mains avec des crèmes adéquates. Alors, en ce qui concerne les autres moyens de prévention, il y a la lessive. À partir du moment que vous avez atteint une température de 60 degrés pour la lessive, vous êtes dans des températures qui détruisent les virus. Les virus ne survivent pas, enfin ce qu'on peut dire survivre, ne résistent pas à des températures supérieures à 60 degrés. Il existe certains additifs de lessive qui s'appellent sanitol, mais je pense qu'on n'en retrouve plus sur le marché, qui eux peuvent fonctionner déjà à 20 degrés, la température. La désinfection des surfaces. Alors la désinfection des surfaces, vous pouvez utiliser des savons, des détergents, qui sont des liquides vaisselle. J'insiste quand même sur les surfaces, parce que les surfaces, il faut les faire régulièrement. Si une personne entre dans votre maison, a touché votre table, a touché vos planches, pensez à désinfecter immédiatement derrière cette personne, il n'y a pas de honte à avoir, c'est très important. Pour éviter que d'autres personnes ne se contaminent en touchant ces surfaces ou ces objets. Pensez également aux vaisselles. La vaisselle qui est utilisée dans la maison doit être lavée avec un détergent et ensuite rincée. La vaisselle, semblerait-il, d'après cette étude allemande, qui a été reprise d'ailleurs par le républicain Laurent, on peut voir des virus 5 jours après la contamination. Alors, je reste un peu sceptique tout de même, puisque 5 jours après contamination, je pense qu'il n'y a plus une grosse charge virale sur une vaisselle. N'empêche que, quand on cite les surfaces, les plastiques, on les a évoqués lors des courses, les plastiques, eux, peuvent retenir des virus jusqu'à 3 jours. Là aussi, des charges virales sont faibles, mais par précaution, il vaut mieux ne pas s'exposer inutilement. Il y a également les objets que vous portez sur vous. Les montres, les bijoux, les clés. L'inox est connu pour retenir des virus pendant 3 jours. Alors attention, méfiez-vous de ces objets-là. Il y a également les poignées de porte, comme on les a évoqués, et les leviers de vitesse de voiture, les volants de voiture qui sont en plastique, peuvent retenir des virus. N'oubliez pas un objet, un appareil, un ustensile indispensable aujourd'hui, c'est le téléphone. Alors, le téléphone portable, c'est un problème parce que vous avez beau le désinfecter pour déjà utiliser de l'alcool avec parcimonie parce qu'il risque de s'oxyder à un moment ou l'autre. Le téléphone comporte de nombreuses fentes, des endroits inaccessibles. Comment voulez-vous désinfecter un appareil de ce type-là sans l'abîmer? Alors, ces téléphones, moi personnellement, je l'utilise, je le mets de côté, je vais me laver les mains ou je me désinfecte les mains. Parce que je sais que potentiellement, c'est un objet qui peut nous contaminer dans ces gestes qui nous trahissent tous les jours. N'oubliez pas que les claviers d'ordinateur sont également des supports à fort potentiel de virus. Alors, système D, nous ici à la pharmacie, nous avons pris des films alimentaires, si possible assez grands, et qui nous ont permis de recouvrir les claviers qu'on désinfecte d'ailleurs régulièrement. Et ça nous permet de ne plus entrer en contact avec ces touches de clavier qui elles-mêmes peuvent difficilement être désinfectées. Je viens également sur un point important concernant la protection de vos mains. Vous allez faire des courses, vous prenez des dents, vous pensez que vous allez être à l'abri d'un virus.
suis désolé, effectivement, vos mains seront à l'abri du virus, mais vos gants, à partir du moment que vous avez touché quelque chose de contaminé, vos gants sont recouverts de virus. Donc, quand vous rentrez de vos courses, quand vous avez utilisé les gants, jetez-les immédiatement et désinfectez vos mains. Vous lavez-les. Parce que ces gants, psychologiquement, on a le sentiment que les gens se mettent à l'abri, mais malheureusement, ça ne sert pas à grand-chose. Nous, ici à la pharmacie, on travaille sans gants. Régulièrement, nous allons faire des désinfections, des lavages de mains. Je pense que c'est la solution la plus adaptée. En ce qui concerne les personnes contaminées, il est vrai que dans ces cas-là, il faut absolument que cette personne s'isole et le moins possible de contact avec sa famille. Je vous invite à faire un tri de vos affaires de toilette. Dans une salle de bain, ne mélangez pas les affaires de la personne contaminée avec le restant de la famille. Éventuellement, faites-vous une trousse, faites-vous un vanity, vous mettez de côté les affaires de toilette. Concernant la vaisselle, l'alimentation, les WC, tout ça, il faut être vraiment très prudent. Si le restant de la famille n'est pas contaminé, ou a de fortes chances de ne pas l'être, il faut vraiment prendre beaucoup de précautions. Alors, on a évoqué les aérosols en début d'exposé. C'est un domaine qui n'est pour moi pas très clair, peu connu. Par mesure de précaution, ces petites particules qui peuvent être en suspension dans l'air pendant 3 heures, il faut les évacuer par une aération régulière de vos locaux, c'est-à-dire votre maison. Nous, ici, dans la pharmacie, on ouvre régulièrement la porte, on a mis en place des ventilations pour faire partir l'air pour que ces particules soient évacuées. Donc, dans une maison, faites de même, pensez à aérer régulièrement. Surtout une personne qui est contaminée dans sa pièce, l'atmosphère dans cette pièce est fortement chargée en virus. On rejoint un petit peu les milieux hospitaliers où il y a une forte charge de virus liée à des manipulations sur les patients. Alors, ne sachant pas trop ce qui se passe, soyons prudents, aération. En ce qui concerne les antiseptiques, j'ai cité le gel hydroalcoolique, le soluté hydroalcoolique. Sachez que il y a d'autres solutés, autres antiseptiques qui peuvent être utilisés. Je pense à la bétadine. La bétadine qui est un iodé, un halogéné, est un produit efficace sur le virus. Dans l'étude allemande, ils l'ont cité comme étant un produit de poids. Bien sûr, cette étude a été ciblée sur des virus qu'on connaissait déjà. Les Américains considèrent que le coronavirus COVID-19 est très semblable dans son comportement à ses anciens compatriotes qu'on a connus en 2003. Donc COV1 et COV2 sont sensibles à l'iode et on peut considérer qu'aujourd'hui la bétadine est efficace. En ce qui concerne d'autres produits, alors j'ai eu la question il y a quelques jours à propos de la biseptine. La biseptine qui contient de la chlorhexidine, déjà par sa monographie au Vidal, n'est pas virucide. Donc, vous ne tuerez pas de virus avec de la biseptine. Il faut le savoir. Donc, l'alcool est aujourd'hui le produit de choix et le moins cher sur le marché. Alors, nous allons passer à la démonstration de pose de masque. Je pense que la plupart d'entre vous savent déjà le faire, mais on va faire un petit round. Avant de toucher au masque, vous désinfectez vos mains. Bon, là, je l'ai déjà fait avant de commencer la vidéo. Donc, désinfection. Une fois que vos mains sont désinfectées, vous pouvez toucher votre masque. Avant de poser votre masque, regardez si la languette qui se trouve au niveau de la partie supérieure du masque soit déjà bien courbée pour qu'elle pousse facilement le relief de votre nez. Donc là, c'est fait. Je viens de faire une erreur. Il ne faut pas mettre les mains à l'intérieur du masque. On les laisse toujours à l'extérieur. Une fois que le masque est positionné sur le visage, là en l'occurrence j'ai un masque FFP2.
Ce sont des masques qui sont capables de filtrer de très petites particules, de les retenir. Alors là, c'est un masque qui est étanche. Contrairement au masque chirurgical, qui lui n'est pas étanche, qui sert uniquement à se protéger des projections de gouttelettes fluviales, alors qu'ici nous sommes sur un masque qui est plus fin dans sa texture et qui va empêcher donc les aérosols, notamment en milieu hospitalier, de pénétrer dans la cavité du cœur. Alors, un masque de type FFP2 pour voir s'il est étanche, parce qu'il doit être étanche. Donc vous respirez, vous sentez que le masque se rétracte sur lui-même. Là, on peut dire que le masque est efficace, il est étanche. J'appuie encore pour finir au-dessus du nez pour que la languette soit bien courbée sur mon appendice nasal. Et maintenant, je peux considérer que ce masque est dans une position de fonction et efficace. Concernant l'utilisation du masque, j'ai oublié une chose. Ne touchez plus votre masque une fois qu'il est en place. N'ayez pas ce réflexe de mettre votre main dans la figure et de toucher votre masque avec des mains souillées. Non seulement vous pouvez contaminer votre masque, mais en plus vous avez le risque de mettre des virus sur toute la figure. Donc ça c'est très important. Quand on a touché, on ne touche plus son visage. En ce qui concerne les masques, il y a aujourd'hui pénurie de masques. Nous avons du mal nous-mêmes à nous approvisionner. C'est le même cas pour toutes les professions de santé. Je suis vraiment... Je les félicite encore pour leur patience, parce que c'est vraiment pas évident. Les pharmaciens devaient distribuer les masques, nous en avons très peu. Alors, j'ai vu certains hôpitaux même tenter de faire de la fabrication artisanale. Alors, c'est une question qui reste aujourd'hui posée, sans réponse. En ce qui concerne les masques, je vous incite à utiliser uniquement des masques qui répondant FFP2 ou masque chirurgical pour les personnes qui ne sont pas exposées en dehors des professionnels. Je pense qu'on va faire des recherches et qu'on va trouver des réponses à ces questions sur la fabrication artisanale, mais je crois que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Et si vous avez des questions sur Facebook, n'hésitez pas à les transmettre et on essaiera d'y répondre. En tout cas, merci pour votre attention.